Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, unis pour le soutien et la paix en Palestine. Et enfin, dans l'actualité internationale, Gaza, nous devons aider les vivants, martèle le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a pris part aujourd'hui à la traditionnelle prière du Jum'a, spécialement dédiée à la cause palestinienne. Organisée dans la grande mosquée de Salama, la prière était un moment de solidarité et de soutien envers le peuple palestinien tué dans le raid israélien. Cette prière de Jum'a a été une démonstration de l'engagement du président de la République et du peuple djiboutien en vue d'apporter un soutien financier sans faille au peuple frère de la Palestine. La prière de Jum'a a été aussi un moment de rappel et de valeur, de solidarité envers le peuple frère et de la Palestine victime des violences barbares menées par les Israéliens depuis presque un mois. Au cours de ces prières, les fidèles ont prié un moment de recueillement et de réflexion sur les événements tragiques dans la bande de Gaza. Les fidèles ont prié pour la paix, la justice et la fin des souffrances du peuple palestinien. Et bien, lors de cette prière du vendredi, l'imam a appelé les fidèles l'urgence d'aider le peuple palestinien victime de raids et blocus barbares des Israéliens. L'imam a ajouté l'importance d'utiliser ces moments de rassemblement pour sensibiliser à la nécessité de fournir un soutien financier aux Palestiniens afin de répondre à leurs besoins humanitaires. Eh bien, lors de la prêche du vendredi, l'imam a exhorté les fidèles à contribuer généreusement pour le soutien de leurs frères aux Palestines. Il a rappelé que soutenir financièrement nos frères palestiniens, c'est participer à atténuer leurs souffrances, les souffrances des milliers de personnes victimes des raids israéliens et sont privées de nourriture, a-t-il rappelé, dans la bande de Gaza. Cet appel lance à la solidarité à nos frères palestiniens qui endurent des circonstances extrêmement difficiles et un devoir en tant que musulmans envers un frère musulman. Le prédicateur a enfin profité de cette occasion pour se tourner vers Allah Tout-Puissant, priant pour qu'il soutienne les frères en Palestine qui cherchent à obtenir leurs droits légitimes au premier rang. Il a ajouté que cet appel à participer à des cotisations spéciales vise à collecter des fonds qui seront ensuite consacrés à l'aide humanitaire et au soulagement des souffrances des Palestiniens touchés par les bombardements israéliens. Toujours dans le mode prière du vendredi à la mosquée de Salman, plutôt, et bien dans le cadre de ce soutien continu apporté par la République de Djibouti aux frères palestiniens, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf a destiné au sujet du sermon du vendredi au Koutba dans toutes les mosquées pour inciter à participer à la campagne nationale de secours pour les habitants de la bande de Gaza sur la base des directives du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Cette initiative louable, exemplaire, intervient quelques jours après que le gouvernement a annoncé l'ouverture des comptes bancaires pour collecter des fonds financiers en faveur à la population palestinienne, ciblée par la machine militaire israélienne, notamment dans la bande de Gaza. À cet égard, l'imam et prédicateur de la mosquée Salman, Cheikh Ahmed Yassine, a exhorté les fidèles à contribuer activement au soutien des habitants de la bande de Gaza, tués depuis près d'un mois en raison des raids terrestres, aériens et maritimes des forces israéliennes. Il a également appelé les fidèles et les citoyens à se tourner vers Allah Tout-Puissant avec des prières pour aider nos frères, dont deux Palestiniens qui vivent ces jours-ci dans une épreuve difficile, a-t-il rappelé. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم
اللهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Nous restons toujours sur le même sujet, mais cette fois-ci, nous nous rendons à la mosquée de Doha, située dans le quartier 7, où tout le monde, comme d'habitude, était à l'heure pour la prière du vendredi. Comme toutes les mosquées de la capitale, les régions de l'intérieur, le thème du sermon de ce vendredi, du Khutbah, a été dominé par le soutien des frères en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. À cet égard, le prédicateur de la mosquée de Doha, Cheikh Awal Tahir Jama, a souligné la nécessité de se tenir aux côtés de ses frères qui sont soumis à des attaques féroces des forces israéliennes, en les priant et permettant à Tout-Puissant de résister à l'occupation usurpatrice. Il a également encouragé les fidèles à faire don à travers les comptes bancaires qui ont récemment été ouverts pour collecter l'aide financière destinée au peuple palestinien. Le prédicateur a enfin profité de cette occasion pour se tourner vers Allah Tout-Puissant en priant pour qu'il soutienne les frères en Palestine qui cherchent à obtenir leurs droits légitimes, au premier rang desquels la création de leur État indépendant, Al-Quds, Al-Sharif, comme capitale. Et dans cet même élan et dans la commune de Balbala, des centaines de fidèles se sont rendus à la mosquée Aïcha pour effectuer la prière du vendredi, considérée comme une importante plateforme médiatique pour évoquer divers sujets concernant les problèmes, les affaires des musulmans du monde entier. Conformément aux directives émises par le président de la République, son Excellence Ismaël Beguele, les discours du prêche de ce vendredi ont été portés sur le soutien du peuple palestinien confronté à l'occupation israélienne. Et sur cette base, les prédicateurs de la mosquée Aïcha, Cheikh Abdelkader Bourri, a souligné la nécessité de se tenir aux côtés de ses frères palestiniens ainsi que leur apporter un soutien financier à travers les comptes bancaires alloués à cet effet. Rappelons la condamnation de la guerre israélienne dévastatrice contre la bande de Gaza qui a entraîné la destruction des quartiers résidentiels entiers et le martyre et les blessures des milliers de Palestiniens, pour la plupart des civils, provoqués sur une situation humanitaire catastrophique. Il a également appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités à force de l'armée d'occupation, cesser l'agression contre le peuple palestinien. Eh bien, les civils palestiniens paient un lourd tribut à la guerre entre Israël et le Hamas. Les organisations internationales commencent à parler de génocide et de crimes de guerre. Elles appellent à une trêve humanitaire face aux bombes. La population de Gaza n'a aucun répit. Dans les camps de réfugiés de Bourja, au sud de Jabalia, un bombardement israélien a détruit jeudi une vingtaine de maisons, faisant au moins 15 morts, selon la défense civile de Gaza. Des experts de l'ONU, dont rapporteur spécial sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, ont estimé jeudi que le peuple palestinien court un grave risque de génocide, et dans un communiqué commun diffusé à Genève. Autre actualité dans ce 22h, santé à présent, où le ministère de la Santé, à travers le programme élargi de vaccination, a réalisé l'évaluation conjointe de l'activité financière par Gavi. Cette importante activité a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, et avait pour objectif d'examiner l'état de la mise en œuvre des programmes de renforcement du système de santé et du programme de vaccination. Les résultats de l'évaluation ont été restitués lors d'une réunion du comité de coordination intra-agence en permanence du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, de la représentante de l'OMS, du représentant adjoint de l'UNICEF, des directeurs et chefs de programme du ministère de la Santé, des représentants des ministères de l'Éducation, du Budget, de la Communication, mais aussi les organisations de la société civile. Et bien, rappelons, au terme des échanges, il a été recommandé d'améliorer le fonctionnement et les fonctions générales du programme élargi de vaccination, mais aussi de renforcer l'organisation du travail dans les structures sanitaires de premier niveau dans l'optique d'une utilisation efficiente des ressources humaines. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a organisé durant 2 jours le lancement des travaux en vue de concevoir un plan de préparation aux crises alimentaires. L'objectif de l'activité était
entre autres, d'améliorer la reconnaissance et la déclaration des crises, d'identifier les lacunes opérationnelles et financières, de favoriser la planification coordonnée des interventions. Ce plan s'inscrit de manière intrinsèque dans le cadre du programme et du projet d'urgence pour la sécurité alimentaire. Poursuivant l'objectif essentiel de préparer une réponse robuste aux éventuelles crises alimentaires, l'organisation de l'atelier a été rendue possible grâce à la participation des départements concernés par cette question. Au cours de ces 2 jours, il s'agissait d'échanger des connaissances, de partage, d'expériences et de discuter des meilleures pratiques en matière de préparation aux crises sécuritaires alimentaires. Il faut rappeler l'importance de la coordination et de la collaboration entre les différentes parties prenantes. Les plans de préparation aux crises de sécurité alimentaire est des fruits d'une collaboration intensive entre les différents acteurs du gouvernement, des partenaires du développement. Il vise à renforcer notre capacité de réponse et de minimiser l'impact des crises sur nos populations. L'atelier qui a débuté au cours de la journée du 1er novembre a touché à sa conclusion en fin de journée du 2 novembre. Il s'est achevé de manière solennelle avec la participation de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hloufa Ismaël Abdo, en compagnie de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Amina Ahmed Oussama, du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ali Daoud Abdou. Eh bien, la sécurité alimentaire est une responsabilité partagée et l'ensemble des acteurs doivent travailler main dans la main pour mettre en œuvre des solutions durables. Écoutons la ministre des Affaires sociales. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, notre pays a subi ces dernières décennies une succession de chocs exogènes et endogènes multidimensionnels qui ont impacté notre économie et affecté nos populations, notamment la frange la plus vulnérable, annihilant ainsi et compromettant de ce fait les avancées majeures réalisées en matière de développement et du renforcement du capital humain. Face à cette situation difficile, le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a pris ces mesures et des actions énergétiques afin de juguler les tensions inflationnistes sur les marchés. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, depuis sa création, a toujours œuvré afin de soutenir et de renforcer la sécurité alimentaire de la frange la plus vulnérable de notre population, notamment ceux des régions de l'intérieur, à travers les multiples actions complémentaires comme le transfert monétaire, les distributions de vivres, l'accès à l'eau, à l'électricité, le renforcement et ou la reconstitution de leurs moyens productifs, pour ne citer que cela. Rien que pour l'année en cours, plus de 42 711 ménages, soit plus de 239 000 individus, ont reçu des transferts monétaires et en nature sur l'ensemble du territoire. Toutes ces actions témoignent de notre plein engagement face à la problématique de l'insécurité alimentaire. Il est communément admis que des interventions précoces contre les crises de la sécurité alimentaire à évolution lente permettent de sauver davantage de vies et de réduire le coût total des ripostes. Comme l'adage le dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi nous devons agir de manière proactive et sans une approche commune et concertée afin de renforcer la résilience de nos systèmes ainsi que de nos populations face au risque de l'insécurité alimentaire. À cet effet, ces travaux de 2 jours, qui est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis une année avec le projet PERSCA, demeurent une étape cruciale dans cette démarche. Ce plan national de préparation aux crises de sécurité alimentaire nous permettra de renforcer et de mieux coordonner les systèmes d'alerte rapide et des mécanismes d'intervention d'urgence, mettant en place ainsi des critères et des indicateurs pour reconnaître et déclarer les crises de sécurité alimentaire, mettant en place des mécanismes de surveillance robustes pour détecter les signes avant-coureurs des crises, identifiant les meilleurs protocoles et des mécanismes de réponse avec des rôles et des responsabilités des parties prenantes bien définies, améliorant également la résilience des populations vulnérables aux crises à travers des actions rapides. En clôturant cet atelier, je tiens donc à rappeler que notre travail ne fait que commencer. La mise en œuvre du plan national de préparation aux crises sera tout aussi cruciale, voire autant que son élaboration. Direction l'Inde, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali-Diedi, a pris part à mercredi dernier aux travaux d'une conférence de haut niveau consacrée aux nouvelles technologies pour la transition énergétique propre et organisée par l'Alliance solaire internationale, en collaboration avec le ministère indien de l'Énergie, des énergies nouvelles et renouvelables, de la Banque asiatique du développement et de la Société internationale de l'énergie solaire. Ce qui a réuni en effet les délégations ministérielles des pays membres de l'ISA, des décideurs politiques, des experts et des dirigeants des grands groupes industriels, avait pour objectif primordial de traduire la parole en action en faveur du déploiement accéléré de l'énergie solaire.
Plusieurs thématiques pertinentes ont été abordées au cours des différentes sessions techniques organisées dans le cadre de cette conférence, à savoir les nouvelles technologies et les applications émergentes dans le domaine de l'énergie solaire, les chaînes d'approvisionnement résilientes dans le domaine du solaire photovoltaïque et l'impérieuse nécessité d'une collaboration entre les pays dans le processus de fabrication des équipements matériels solaires, les avancées mondiales dans le domaine des technologies hybrides combinant toutes les ressources d'énergie renouvelable. Retour à Djibouti, où l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé une animation musicale culturelle au Théâtre national des Salines. Eh bien, cette soirée culturelle qui s'inscrit dans la journée nationale africaine de la jeunesse de célébrer à Djibouti dans chaque année du 1er novembre. On prit part à cette soirée musicale le directeur général de l'Agence pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Douali, l'ambassadeur de Maroc à Djibouti, les responsables du ministère de la Jeunesse, de la Culture et autres personnalités. L'événement a été également profité de cette occasion de soirée musicale pour la jeunesse qui viennent des différents quartiers de la capitale. Les spectateurs melting pot de cette rencontre eurent l'occasion de découvrir la richesse de la tradition marocaine et djiboutienne. Cette soirée d'animation culturelle s'inscrit dans le cadre de renforcement des liens culturels entre le Maroc et Djibouti. Sport à présent, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de tennis de table a clôturé la formation des entraîneurs pongistes de niveau 1. C'est encourageant de constater que 17 sur 22 participants ont reçu l'évaluation formative de ces stages avec assiduité, sérieux et agréation. Ce projet sportif de formation a été rendu possible grâce au soutien du secrétariat d'État chargé des sports qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre à l'expert dans les meilleures conditions et assurer la préparation de la salle de conférence avec la sonorisation des matériels informatiques et de projection. La formation s'est étalée dans un contexte parfait pour les participants avec une salle de conférence confortable et un groupe de travail favorable d'un point de vue pédagogique. Le dynamisme de la fédération a permis à notre pays de progresser et rejoindre le cercle fermé des pays avec un niveau élevé en classement. Et enfin, dans l'actualité nationale, direction le Sud, où dans le cadre du projet d'appui au PPA du programme PASOK financé par l'Union européenne, le consortium de l'Église protestante évangélique de Djibouti et Sunna Al-Haya ont organisé des sensibilisations, particulièrement sur le TSA, aux enseignants et directeurs d'établissements scolaires de la région d'Ali Sébié. Une équipe du pôle autisme de Paris, composée d'éducatrices spécialisées et de psychologues, ont informé les équipes directives éducatives les divers modes de prise en charge des enfants. Cet atelier a regroupé le vice-président du conseil régional, Nursirid Deldon, l'inspecteur régional du Belfop, Mohamed Aden, les enseignants et les membres de l'association Sunna Al-Haya. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil régional d'Ali Sébié en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en train de faire la sensibilisation sur l'autisme et ce projet est que le partenariat de Sunna Al-Haya et l'Église protestante financé par l'Union européenne. Et dans l'actualité internationale au Rwanda, plus de visas pour les touristes, c'est qu'a déclaré le président rwandais à l'annonce de la fin de la restriction jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. N'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite. Il ne paiera pas pour entrer dans notre pays, a déclaré Paul Kagame. Les mesures visent à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a dû rester vanter le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée pour un continent dont 60% des touristes proviennent encore de l'extérieur. Selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, mais pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme mondial. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend, bien entendu, la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Et en France, la tempête qui a frappé jeudi l'ouest de l'Europe a fait au moins 7 morts, dont un enfant de 5 ans en Belgique
et provoqué d'importantes perturbations avec des ports fermés, des vols annulés, des chutes d'arbres causées par les violents rafales de vent sont à l'origine de la plupart de ces accidents mortels. 2 victimes en Belgique, 2 en France, une en plein centre de Madrid, une en Allemagne et un 7e aux Pays-Bas. Les 2 morts en France sont un septuagénaire qui a fait une chute mortelle au Havre. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Voici notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.